Nous sommes le 7 avril 2022 et la communauté internationale commémore aujourd'hui la journée mondiale de la santé. Une occasion pour nous de souhaiter meilleure santé à tous ces malades qui sont couchés dans nos hôpitaux et que Dieu Tout-Puissant étende la main sur vous. Et excellente commémoration de la journée mondiale de la santé à tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Bonjour le Faso sur Savane TV. Nous sommes jeudi et vous le savez, chaque jeudi dorénavant, vous avez rendez-vous avec la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité à cette émission Bonjour le Faso pour vous conseiller encore sur les cyberattaques. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'escroquerie via les services de mobile banking et de mobile money. Vous allez savoir de quoi il s'agit, c'est notamment à travers les transferts d'argent. Il y a de l'escroquerie qui se passe souvent. Et avec monsieur Issa Ouedraogo, qui est chef de service des statistiques et de la communication de la BCLCC, nous allons en parler dans la deuxième partie de cette émission. Mais bien avant, dans la rubrique invité du jour, nous allons partir à la découverte d'un festival. Il s'agit de la première édition du festival dénommé Sabarba de Koubri. Donc la première édition du festival Sabarba de Koubri 2022 et nous recevrons sur ce plateau M. Nana qui est le promoteur de ce festival qui sera là pour nous en parler. Et dans la rubrique revue de presse, c'est Bébé Kodjo Kambo que nous recevrons aujourd'hui qui va faire le tour de l'actualité nationale et internationale. Merci de nous suivre et merci bien sûr de renouveler votre fidélité à l'émission Bonjour le Faso qui est le miroir du Faso au quotidien. Rendez-vous tout de suite pour à la découverte de... Et nous passons le bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis le Grand Yatenga, depuis Wayukia, depuis Gourga précisément, où se situe la forêt du vieux Yacouba Sawadgo, puisque nous sommes installés confortablement dans cette forêt cette semaine pour la rubrique à la découverte de. Rappelons que Yacouba Sawadgo n'est plus à présenter au public burkinabé et au monde entier, puisque c'est ce monsieur-là qui a justement passé 40 ans de sa vie à planter des arbres. Et il a été donc prix Nobel alternative 2018 en Suède notamment, et après bien sûr ce prix il a fallu lui rendre hommage donc au pays, et il faut rappeler qu'aujourd'hui la forêt du vieux Yacouba Sawadgo est clôturée. Ça s'est passé d'ailleurs en 2021. Aujourd'hui nous allons vous inviter de suivre le témoignage d'un de ses fils qui nous raconte justement donc les débuts de leur père et qui nous raconte aussi les prouesses de leur père au niveau de la plantation des arbres. Ensuite son témoignage et on revient pour la suite. Tondora bangam ti tonni ki mare commerce de bu giraaw halanta jana hanta nase ti fa la ko tawayi kin basse la waba shuji walu tanga en tudu jay ta tundun tasa simbi raaw bara rase mpak zabule ba watamen ngo bu yiya wa shuk tonne eni ke mana wana ti deta abe we ngwa en tudu jay ya woto pere yatam ni ya ti tukun gese basa wa indik mam ti chonde be tukuri am santan tesba hada watte ba loda men joy ti bampan ya ti ganga wa kuwi tonne he ne awan kata yod balikala men man ganga palme ba hindela tonne la sambamenti yasida disike ne ba sa ni da center ligidi mana tonde men pam de ligide wushidne bon tinere ta ligidla basmo fa fasin wa bewe wo pokon bon esan ta da refiatum te shide ne ba hi lambe boy da lundu ne de minimte pare bebi lundu tonde shungo no mom la pat tonde die yi tonde atam tene do ne da sam pogoni ke mambaw venam ne bangre jugu ne tenganga kokol wengi en to nafa atenga la nafa yakse diatam tuwa go sa ba di de tenskubsi ataymi.
Et les sujets qui font l'actualité aujourd'hui, c'est notamment le verdict dans l'affaire Thomas Sankara et 12 de ses compagnons. Et puis bien sûr, l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré qui a regagné son domicile. Nous en parlerons tout à l'heure dans la rubrique revue de presse, bien sûr, mais avant virgule et on revient. Mais avant de commenter tous ces sujets, nous allons passer à la lecture des différentes unes des quotidiens avec Bébé Kodio Kambou que nous recevons aujourd'hui. Bonjour à toi Kambou. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui suivent Bonjour les Faso en ce moment. Nous débutons par l'Obs. Nous débutons par la une de l'Observateur Palga. Et sur cette une ce matin, comme il fallait s'y attendre, on parle bien sûr du verdict dans le procès Thomas Sankara. Et verdict procès Thomas Sankara. On a frôlé l'affrontement, la perpète pour Blaise, Diendéré et Hyacinthe. Les sankaristes réclament des funérailles nationales. Et si on pensait maintenant aux causes orphelines, et dans la rubrique Réga sur l'actualité, on parle toujours de Thomas Sankara, les Sankara harmonisent leur com. Littérature, les mères d'écrivains ne meurent jamais. Situation nationale, Roch a regagné sa résidence. Voilà pour les titres qu'on peut lire ce matin à la une de l'Observateur Palga, en tout cas une consacrée largement au verdict dans le procès Thomas Sankara, comme je l'ai dit. À présent, la une du quotidien Le Pays, et on lit ceci: Nation, l'ex-président Kaboré rejoint son domicile. Dans la rubrique Révélation, on lit Diocèse de Dédougou, Monseigneur Prosper Bonaventure qui remercie et bénit les éditions Le Pays. Procès de l'assassinat de Thomas Sankara, Blaise, Gilbert et Hyacinthe condamnés à perpète. Une procession en la mémoire du père de la révolution burkinabé. Entre soulagement, déception et goût d'inachevé. Au coin du palais, il détourne plus de 18 millions de francs CFA et traverse la frontière. Conseil des ministres, bientôt une campagne d'intensification de la vaccination contre le Covid-19. Dans la rubrique Actu Foot, l'on apprend Algérie-Cameroun, réponse de la FIFA le 21 avril. La une à présent du journal Les Quotidiens. Le quotidien nous apprend ceci: MENA PLN, le calendrier scolaire 2021-2022 du troisième trimestre modifié. Procès Thomas Sankara, Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré et Hyacinthe Kafando condamnés à la prison à vie. Compte rendu du Conseil des ministres, c'est à lire à la page 9. Réaction après le verdict, donc on peut lire ce matin. On a demandé la justice, la vérité, et nous pouvons dire que nous avons eu connaissance de beaucoup de choses. Donc je vois là une photo de Mariam Sankara. Les familles n'étaient pas accrochées sur les peines, mais plutôt à la vérité et la justice, avec une photo de Maître Prosper Farama. Et nous pensons que les peines sont aux antipodes de ce que nous avons développé au procès. Je crois que c'est une photo de Maître Séraphin Sommet, donc avocat de la défense, si je vois bien l'image. Voilà pour ce que nous apprenait la une du journal Les Quotidiens. Et nous passons à présent à la une de Aujourd'hui au Faso. Et sur cette une, on lit Burkina Faso, Roch Kaboré a regagné son domicile. Affaire Thomas Sankara, le CIMTS, pour parler du Comité international du mémorial Thomas Sankara, veut une instruction du volet de la complicité internationale. Conseil des ministres, Tamoussi Bonzi, DG de la MOAD, décret portant renouvellement des membres du CSM, Conseil supérieur de la magistrature, décret portant approbation des statuts du CNS. Perpète pour Blaise, Hyacinthe et Diendéré dans le procès Sankara, c'est par où la réconciliation? Donc une interrogation à lire à la page 5 de Aujourd'hui au Faso ce matin. Et nous partons du côté de Boé-Dioulasso à présent pour voir ce que nous réserve la une de l'Express du Faso. Et sur cette une, le verdict dans le procès de Thomas Sankara est à l'affiche. Procès assassinant Thomas Sankara, c'est peine à perpétuité de la réconciliation. Donc c'est une interrogation.
Opération du mois de mars, une trentaine d'individus interpellés par la police nationale. Verdict du procès assassinat Thomas Sankara, Blaise Hyacinthe et Diendéré condamnés à perpétuité. La partie civile jubile, la défense s'indigne. Les sankaristes saluent une journée de renaissance. Conseil des ministres, la transition demande l'appui de la CEDEAO. Toussaint Abel Coulibaly. Et si nous pensions au Burkina Faso, une interrogation également à lire dans l'Express du Faso, parution d'aujourd'hui. Et nous allons terminer les unes des quotidiens par la une de Sidoya, les quotidiens d'État. Lionel Bilgo, porte-parole du gouvernement, la CEDEAO est dans une bonne disposition pour accompagner le Burkina. Procès Thomas Sankara, la prison à vie pour Blaise Diendéré et Hyacinthe. Situation nationale, Roch-Marc Christian Kaboré a rejoint son domicile. Voilà, Abzeta, ce que nous apprenait les unes des quotidiens que nous avons sous la main ce matin. Merci Kambou. Et puis bien sûr, à l'affiche de ces différentes unes, c'est notamment le grand sujet qui fait l'actualité. Il s'agit notamment du verdict du procès dans l'affaire Thomas Sankara et ses 12 compagnons. De tour sur ce verdict, Kambou. Oui, Abzeta, pour parler de ce procès Thomas Sankara, il faut rappeler d'abord quelques chiffres parce que le verdict dans ce procès, c'est un peu la délivrance après 35 ans d'attente de justice parce que Thomas Sankara et ses 12 compagnons ont été assassinés il y a près de 35 ans maintenant. Il faut dire également que c'est 25 ans de poursuite, donc pour parler de la date à laquelle la peine a été déposée, à la date du verdict, donc 25 ans. Oui, 25 ans de poursuite, 6 mois de jugement, en tout cas le procès qui s'est ouvert le 11 octobre dernier, qui s'achève le 6, bon même si ce n'est pas totalement achevé puisque le procès va continuer dans sa version intérêt civil pour parler des dédommagements et autres, mais dans tous les cas, 6 mois après, on a eu le verdict en ce qui concerne le pénal, si on peut le dire ainsi. C'est 14 accusés. Donc 14 accusés et 13 victimes directes pour parler des personnes qui ont été tuées le 15 octobre donc 97 au Conseil de l'Entente. Donc Thomas Sankara et 12 autres personnes, ça fait 13 victimes. Alors pour parler maintenant du verdict proprement dit, il faut dire que déjà le parquet, ou j'allais dire les juges sont allés un peu au-delà pour beaucoup d'accusés, en tout cas au-delà des réquisitions du parquet. Vous n'êtes pas sans savoir que le parquet avait requis par exemple 30 ans de prison pour Blaise Compaoré, 30 ans également pour Hyacinthe Kafando et 20 ans pour le général Gilbert Diendéré. Alors au prononcé du verdict, on se rend compte que c'est la perpétuité pour ces trois. Donc prison à vie pour Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré et Hyacinthe Kafando. Alors 20 ans de prison ferme pour Nabanso Ndé Ouedraogo et Idrissa Ouedraogo, 11 ans de prison ferme pour Nyamba Élisée Ilboudo, 10 ans de prison ferme pour Jean-Pierre Palme et Thibaut Ouedraogo, 3 ans de prison ferme pour Nida Pascal Tondé. J'arrive à prononcer enfin son nom, voilà, Ninda Pascal Tondé. Et 5 ans de prison avec sursis, maintenant, avec sursis, donc pas ferme, pour Diakalia Djemé et Albert Belem Liliga. Alors, il y a 3 personnes qui ont été acquittées donc, à l'issue de ce procès. Il s'agit de Bossobé Traoré, Alidou Djebré et Amado Kafando. Donc, les 2 derniers sont des médecins. Et Bossobé Traoré était un peu... il fait partie de la garde de Thomas Sankara et qui avait été considéré par certains comme la top, en tout cas de ce 15 octobre. Heureusement, peut-être pour lui, les juges ont décidé autrement et l'ont donc acquitté. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Et comme je l'ai dit, le procès se poursuit le 13 avril pour les intérêts civils, les dédommagements peut-être notamment des victimes. D'accord. Alors, si l'on s'intéresse à présent aux réactions qu'il y a eu après ce verdict, on peut dire que du côté des parties civiles et de leurs avocats notamment, c'est un peu la satisfaction. Alors, beaucoup parlent d'un procès pédagogique parce que pour eux, ce procès vient montrer à tout homme, aussi puissant soit-il à un moment donné de la vie de cette nation, qu'il ne doit pas faire n'importe quoi parce que ça peut le rattraper à tout moment. Quand on prend par exemple quelqu'un comme Gilbert Diendéré, à un moment donné de la vie de ce pays,
personne ne pouvait l'imaginer devant un juge ou devant des avocats en train de répondre aux questions. Et voilà qu'aujourd'hui, ça a été le cas. Donc, voilà pourquoi ces personnes parlent de procès pédagogiques. Ça vient dire à tous ceux encore, peut-être qui sont aux affaires aujourd'hui, qu'il faut faire attention. Parce que les actes que vous posez aujourd'hui, ça peut vous rattraper quand vous ne serez plus peut-être aux affaires. Alors, Maître Prosper Farama, par exemple, qui est avocat des parties civiles, parle d'une délivrance. Comme je l'ai dit, c'est quand même 35 ans d'attente de justice. Des personnes ont été tuées, et, voilà, 35 ans après. J'ai écouté ce matin sur un média la réaction de la fille d'une des victimes du 15 octobre, qui avait 4 mois au moment où son père mourait donc au Conseil de l'Entente, et qui a aujourd'hui près de 35 ans, et qui parle d'une surprise agréable, parce que les familles étaient un peu déçues des réquisitions du parquet militaire, et au prononcé du verdict, c'est la satisfaction, selon elle, donc pour les familles. Donc voilà un peu pour ce qui est. On a vu également ces jeunes qui ont jubilé hier au mémorial Thomas Sankara, qui ont suivi les procès, mais qui se sont retrouvés après au mémorial Thomas Sankara pour faire un peu la fête, si on peut le dire ainsi. Et voilà, ils ont chanté, dansé un peu en parlant, j'allais dire, en criant révolution, révolution, et en levant le poing, donc pour rendre hommage à Thomas Sankara. Donc, bon, c'est en tout cas une grande partie qui était un peu satisfaite. Maintenant, comme il fallait s'y attendre au niveau de la défense, des accusés ou des condamnés, c'est difficile d'être satisfait dans ces conditions, donc il n'y a pas eu satisfaction, donc c'est de l'insatisfaction pour ce camp-là. Beaucoup parlent des peines trop lourdes. Par exemple, les avocats de la défense l'ont dit, et notamment pour ce qui concerne Gilbert Diengere, parce que pour certains avocats de la défense, bon, Gilbert Diengere qui était là, qui a répondu aux questions, qui a participé à la manifestation de la vérité, ne devrait pas écoper de la même peine que Yacine Kafando et Blaise Compaoré qui ont été jugés par contumace. Donc, c'est ce que disent certains avocats de la défense. Bon, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, voilà. Parce que et lui, il a affronté, quoi. Voilà, qui a affronté la justice, peut-être. Et généralement, c'est comme ça, hein. Si vous avez suivi, par exemple, le procès du coup d'État manqué, ceux qui ont été jugés par contumace n'ont pas été condamnés aux mêmes peines que ceux qui étaient là. Et généralement, c'est comme ça. Quand vous n'êtes pas là, on vous condamne à la peine maximale. Voilà. Maintenant, bon, les juges ont leur raison, hein. On ne peut pas commenter cette décision ici, mais je suis en train de parler de ces réactions des avocats de la défense, parce que c'est ce qu'ils ont dit. Alors, peut-être là où beaucoup parlent des zones d'ombre aussi, c'est que ce procès, on peut se poser une question: est-ce qu'il a permis la manifestation de la vérité et de toute la vérité? Ça, c'est une question que beaucoup se posent aujourd'hui. Vous avez vu à la une d'aujourd'hui au Faso, j'ai lu ici un titre, affaire Thomas Sankara, le CIMTS, pour parler du Comité international du mémorial Thomas Sankara, veut une instruction du volet de la complicité internationale. Parce que c'est là, aujourd'hui, qu'il y a des zones d'ombre. Et vous avez vu qu'il y a des témoins, expatriés, notamment français, qui devraient donc se prononcer au cours de ce procès, mais qui ont refusé de se prononcer. Voilà. Donc, est-ce que le procès a permis de savoir quelle a été l'implication de la France, de François Mitterrand, dans l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons? Quelle a été peut-être l'implication de Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, qui, comme certains le disent, a pu être utilisé peut-être par la France pour commettre ses forfaits, même si lui-même il avait intérêt à éliminer un président jeune qui lui faisait de l'ombre ici en Afrique de l'Ouest. Donc ces questions, par exemple, n'ont pas eu réponse claire durant ce procès. Donc vous voyez pourquoi le CIMTS, par exemple, veut une instruction du volet de la complicité internationale. Donc ce sont des questions qu'on peut se poser. Peut-être l'autre zone d'ombre, c'est la non-comparution de Blaise Compaoré et de Yacine Kafando, parce que leur présence peut-être aurait pu permettre d'avoir encore d'autres pans de la vérité, mais ça n'a pas été le cas. Bon, mais on peut se réjouir que le verdict ait enfin eu lieu. Vous voyez que
Voilà, et comme je l'ai dit, Maître Prosper Pharma, par exemple, parle de délivrance. Oui, on peut parler de délivrance, même si peut-être toute la vérité n'a pas pu être connue, comme le disent certaines personnes ce matin. Alors moi, Kambou, la question que je me pose, comment on fait appliquer la décision ou le verdict, notamment de Yacine Kafando et de Blaise Compaoré, qui ne sont pas là? Comment on les enferme à vie? Beaucoup de gens le disent, hein, c'est l'autre paire des manches après ce verdict, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis son arrivée en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré, par exemple, a pris la nationalité ivoirienne. Et selon les informations que nous avons, la Côte d'Ivoire n'extradite pas ses nationaux. Donc, si Blaise est devenu ivoirien, bon, ça pourrait rendre difficile hein, j'allais dire l'exécution de cette peine en ce qui concerne Blaise Compaoré. Pour Yacine Kafando, je ne sais pas trop. On n'en parle pas, on ne sait même pas où il est exactement. C'est vrai que d'autres parlent de Côte d'Ivoire aussi, mais c'est difficile de le confirmer. Lui, il n'a pas de sortie officielle. Mais quand on lit un peu la décision, il est dit que cette décision, en fait, réactive un peu les mandats d'arrêt, des mandats d'arrêt contre les personnes qui ne sont pas présentes. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Alors, pour Blaise Compaoré, on imagine déjà que ça peut être difficile. Je ne sais pas si on peut amener l'État ivoirien à l'extrader. Mais quoi qu'on dise, vous savez que quand on parle de ce procès aussi, certains parlent de réconciliation nationale. Peut-être que c'est d'autres leviers qui pourraient être actionnés pour trouver des arrangements. Dans tous les cas, la balle, j'allais dire, est dans les camps peut-être des autorités burkinabè. C'est à eux de savoir de quel levier user pour peut-être amener Blaise Compaoré à revenir, soit pour se réconcilier avec le peuple burkinabè, soit pour purger sa peine. D'accord. Et après ce verdict, les avocats de la défense peuvent faire appel, c'est ça? C'est possible, oui. Okay. Il y a la possibilité de faire appel et ils disposent de 15 jours pour cela. Et j'imagine que on peut s'y attendre. D'accord. Deuxième actualité, le gouvernement burkinabé demande l'appui de la CEDEAO pour faire face à l'insécurité et à la crise humanitaire. Oui, c'est l'une des annonces phares du Conseil des ministres d'hier. Le ministre en charge de l'éducation nationale et de la promotion des langues nationales, qui est le porte-parole du gouvernement, l'a laissé entendre hier au sorti du Conseil des ministres. Donc, c'était en parlant des discussions entre les autorités de la transition burkinabè et l'institution sous-régionale. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 25 mars, il y a eu cet ultimatum d'un mois qui a été donné à nos autorités pour fournir un calendrier ou un chronogramme acceptable de la transition, ce qui signifie implicitement que la CEDEAO n'est pas trop d'accord avec les 3 ans de durée de la transition, donc arrêtée par les assises nationales. Donc, en fin de semaine dernière, on a vu cette mission de la CEDEAO conduite par le président de la commission, Jean-Claude Cassibrou, qui était à Ouagadougou. Et après, on avait vu les deux parties parler du fait que, en tout cas, les discussions sont sur la bonne voie. Voilà. Mais on ne savait pas trop ce que ça impliquait. Hier, comme je l'ai dit, le ministre porte-parole du gouvernement est revenu là-dessus. Il dit que les discussions se poursuivent. Donc, pour amener la CEDEAO à accompagner le Burkina Faso dans cette transition. Mais ce qu'il dit de très important et que vous avez relevé dans la question, c'est que le Burkina Faso sollicite un accompagnement militaire et humanitaire de la CEDEAO pour faire face à la situation de l'insécurité. Je trouve que c'est très malin de la part des autorités. C'est bien envoyé, j'ai envie de dire. C'est bien envoyé, ça. De la part des autorités burkinabè. Parce que, bon, au lieu d'engager un bras de fer en répondant de façon lapidaire à la CEDEAO, on demande tout simplement à la CEDEAO un appui militaire et humanitaire pour faire face à la situation. Parce que, comme le président du Faso l'a dit dans son discours du 1er avril, si on arrivait à combattre le terrorisme et à récupérer, à restaurer l'intégrité du territoire burkinabè dans un bref délai, on peut même réduire voilà, le délai de 3 ans. Donc le président du Faso, dans son discours, demandait de ne pas faire une sorte de fixation sur la durée de la transition, parce que ce qui est important actuellement, c'est la situation sécuritaire. Et si nous arrivons à restaurer la sécurité dans de brefs délais, les 3 ans ne posent pas problème, on peut réduire même à 1 an, si dans 6 mois on arrive à vaincre les terroristes. Donc, à la CEDEAO maintenant, de voir ce qu'elle peut apporter
pour que nous puissions respecter les délais de 3 ans. Si nous arrivons à juguler donc cette crise, je trouve que c'est très malin, comme je l'ai dit, de la part des autorités burkinabées. C'est une sorte de... C'est une sorte de colle hein, qu'on est en train d'envoyer à la CEDEAO, qui, j'imagine, pourrait être un peu embarrassé en tout cas. Parce que si l'aide vous a été demandée, que vous n'avez pas pu fournir, bon, je me demande où est-ce que vous allez... vers quelle direction vous allez jeter votre regard pour pouvoir faire la pression pour que les délais soient respectés ou même réduits. Donc, c'est une bonne façon quand même de faire. Maintenant, ce à quoi les autorités de transition devront se préparer, c'est que tout le monde sait qu'entre la CEDEAO et la France, il y a une sorte de communication, en tout cas une sorte d'harmonie. Donc, si la CEDEAO se retrouve dans une situation où elle ne peut pas envoyer des forces, ben, on peut s'attendre à ce que la CEDEAO dise, bon, vous avez demandé notre appui militaire. Pour le moment, nous n'avons pas de forces disponibles, mais nous pouvons voir avec notre ami français pour que peut-être Barkhane, qui doit quitter Mali, vienne au Burkina. Donc, peut-être que si les autorités burkinabènes ne veulent pas de l'arrivée de Barkhane au Burkina, elles doivent déjà commencer à réfléchir à la réponse à donner au cas où la CEDEAO voudrait procéder de cette façon-là. Voilà. D'accord, merci pour l'analyse. Et pour terminer, l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré rejoint son domicile. Oui, ça a été également une exigence de la CEDEAO à l'issue du sommet du 25 mars tenu donc à Accra. Et en répondant à cette question la semaine dernière, le porte-parole du gouvernement, Lionel Bigot, avait laissé entendre que des discussions avaient été entamées depuis quelques semaines déjà. Donc, il est difficile de dire que c'est une réponse à l'ultimatum ou à la requête de la CEDEAO, parce que selon ce qu'a dit le gouvernement, le porte-parole du gouvernement, avant même que la CEDEAO ne fasse la demande, les discussions avaient été donc engagées pour trouver une résidence ou pour permettre à Roch-Marc Christian Kaboré de rejoindre l'une de ses résidences. Donc, par un communiqué en 2 phrases, daté d'hier, le porte-parole du gouvernement informait l'opinion nationale que suite à ces concertations qui ont été entamées là depuis un peu plus de 3 semaines, il a été décidé que Roch-Marc Christian Kaboré va rejoindre sa résidence à Ouagadougou. Pas de précision des quartiers. C'est ce que dit, le communiqué. Et le communiqué, dans la 2e phrase, précise que toutefois, le gouvernement, en tout cas, prendra des mesures pour garantir donc sa sécurité. Donc, c'est un communiqué en 2 phrases, pas trop d'explications. Voilà. Donc, l'information, c'est que Roch-Marc Christian Kaboré va rejoindre sa résidence à Ouagadougou et sa sécurité sera assurée. D'accord. Merci à toi, Kambou. Merci bien et très bonne suite d'émission. Et aujourd'hui, dans la rubrique Invité du jour, nous partons à la découverte d'un festival qui est à sa première édition. Il s'agit du festival Sabarba. Nous allons découvrir de quel festival il s'agit juste après ce jingle. Et aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau le promoteur du festival Sabarba. Il s'agit de M. Théophile Nana. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci bien. Le festival est dénommé Sabarba de Koubri. C'est la première édition d'ailleurs, nous allons en parler tout à l'heure. Mais il faut rappeler que c'est une association qui porte justement ce festival. Et l'association, c'est Rayene Malgré. Qu'est-ce que ça signifie? Et parlez-nous de cette association. Bon, l'association Rayene Malgré, c'est une association, je dirais, qui regroupe pas mal de personnes. Parce qu'à Morée, quand on parle un peu du mot Rayene Malgré, ça veut dire ne s'agit jamais d'être au parfum de tout. Voilà. Ou ne soit jamais fatigué d'arranger, résoudre. Ouais. D'accord. Mais cette association existe depuis quand? Est-ce que vous pouvez nous parler de l'association? Elle existe, je dirais, depuis 3 ans. D'accord. Depuis 3 ans. Parce que moi-même, je suis promoteur de musique, producteur, manager d'artistes. Donc, j'ai décidé comme ça de créer l'association et venir en aide aussi à des personnes aussi qui sont un peu dans l'ombre. Voilà. Et c'est dans quel domaine l'association intervient? Quel type d'activité vous menez régulièrement aussi depuis les 3 ans?
Bon, je dirais que depuis les 3 ans, l'association est plus dans le social. Voilà, venir en aide aux personnes démunies, venir en aide à des personnes aussi qui veulent de l'aide, beaucoup de choses autour. Donc c'est accompagner les personnes en difficulté. En difficulté, démunies et plein de choses autour. Et qu'est-ce qui vous a motivé à organiser aujourd'hui le festival dénommé Sarbarba? Bon, c'est une longue histoire, parce que je sais bien que je ne suis pas peut-être la personne bien indiquée pour parler de Sarbarba, parce qu'elle date des années 1800. Voilà, des années des arrière-grands-pères et ainsi de suite. Donc c'est une activité qui faisait, je dirais, c'était une fête autour de la chefferie. Voilà. Et après les récoltes, c'est la fête qui est dédiée à la jeunesse 33 jours après la fête coutumière du chef. Et le Sarbarba, c'était une fête dédiée à la jeunesse. Ok. Voilà. Donc, Sarbarba, c'est à Morée? c'est à Morée. Oui, Sarbarba. Sarbarba, c'est à Morée. Ok. Voilà. Donc, autour de la chefferie coutumière, et quand le chef annonçait, je dirais, sa fête coutumière, voilà, tout le monde savait que après ça, c'est le Sarbarba qui suivait 33 jours après la fête coutumière du chef. Bon, c'est vrai que je ne vais pas vous demander de repartir dans les années 1800 pour forcément nous dire comment ça se passait, mais de ce qu'on vous a raconté, comment le Sarbarba se passait, c'est une fête pour la jeunesse, vous nous l'avez dit, mais qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui s'y passait? Ce qui se passait dans le fond du festival, je dirais la fête dédiée à la jeunesse, oui. C'est que c'est une fête de résistance, où les jeunes venaient exprimer leur joie autour de la récolte qui s'est bien passée. Dire merci au chef, dire merci au bon Dieu pour les récoltes qui se sont bien passées. Et le fond du festival, je dis bien que c'est un festival, je dirais, qui ne ressemble pas aux autres. Voilà, le Sarbarba ne ressemble pas aux autres. Parce que quand on voit d'autres régions, bon, ils ont aussi les particularités. C'est ça. Voilà, mais le Sarbarba même là, elle est unique à son genre en fait. Sarbarba. Voilà, et là c'est vraiment une cérémonie durant laquelle on a chant, danse. Il y a, je dirais, il y a du tout. Et ce qui, parce que hier j'étais avec le chef qui me disait que le festival Sarbarba là, le Sarbarba même d'ailleurs, quand on vient, on ne porte pas du blanc. Le blanc est interdit sur le site. Pas de tenue blanche. Ouais. Ok. Voilà. Et aussi, tout ce qui est exposé, chacun a droit à enlever ce qu'il peut enlever dans, je dirais, dans la gastronomie. Ils enlèvent, même si c'est un poulet, c'est quoi, et puis le soir, ils portent avec. Voilà. Donc, je dirais, le Sarbarba, elle a une particularité. Je dirais que moi, personnellement, bon, je ne vais pas rentrer en profondeur. C'est ça. On aura d'autres occasions pour recevoir donc vraiment ceux-là qui ont vécu le Sarbarba pour en parler. Mais vous avez décidé de convertir, on va dire, cette cérémonie coutumière d'antan en festival aujourd'hui. Oui. C'est ça la particularité. Et c'est le Sarbarba donc de Koubri. Ça veut dire que c'est à Koubri que vous avez connu justement le Sarbarba. C'est ça. Parce que je dirais que... Est-ce que vous êtes un fils de Koubri? Non, je suis plutôt un neveu de Koubri. D'accord. Voilà. Le Koubri, c'est chez mes oncles. Donc j'ai décidé comme ça parce que j'ai voulu lancer un festival. Et quand j'ai approché les oncles de gauche à droite, ils m'ont dit bon, qu'avant, ils faisaient une fête dédiée à la jeunesse qui était le Sarbarba. Donc si je pouvais transformer mon festival en prenant le nom de Sarbarba pour lancer les activités dont ils ne font plus cas. Donc c'est pour ça que j'ai dénommé le festival Sarbarba avec l'appui des oncles. D'accord. Voilà. Maintenant, il y a ce qui se passait traditionnellement et il y a ce que vous allez faire donc, dans le mois de mai. Et, concrètement, quelle sera peut-être la particularité? Comment vous voyez votre festival? Qu'est-ce qu'on va voir? Bon, ce que les festivaliers verront, c'est que c'est un festival typiquement traditionnel. Il n'y aura pas de musique moderne qui va accompagner
mais ce sont des troupes traditionnelles des différentes régions de Burkina. Okay. Voilà. Moi, j'ai accentué sur des troupes traditionnelles. Parce qu'on a compris aujourd'hui que nos valeurs sont en train de disparaître. Bon, moi, quand je parle de ce festival, on dit, mais toi, tu es dans la musique moderne et c'est toi qui veux faire un festival traditionnel. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que moi, je suis burkinabé 100%. Donc, je préfère faire un truc où, à la longue, même si nous, on est plus dans... On est fatigué, que deux personnes prennent le relève. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai dénommé le festival traditionnel à Koubri. Voilà. Et est-ce qu'on peut avoir une idée aussi du programme? Quel sera le programme de ce festival Sabarba, la première édition? Bon, le programme de ce festival-là, bon, il y aura une rue marchande. Une rue marchande. Une rue marchande où il y aura des mets locaux. La nourriture que nous, on a ignorée depuis, je dirais, plus de 30 ans. Ils vont revenir. Et aussi, il y aura aussi la gastronomie moderne. Pour ceux qui veulent prendre des stands, ils sont à côté. Voilà. Maintenant, comme je l'ai souligné, tout le monde est habillé en traditionnel. Et je pense que si on est dans la tradition, on va respecter un peu beaucoup de choses sur le site. Et un podium musical? Il y a un podium musical. Vous avez parlé de troupes. Voilà, de troupes. Il y aura un podium musical où il y aura les différentes troupes des différentes régions qui vont venir s'entretenir. Maintenant, le thème de cette année, la première édition, c'est paix sociale et renforcement du vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Ce qu'on doit comprendre par ça, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de disperser nos forces. Un tel a dit ça, un tel a fait ça, un tel ne s'entend pas avec un tel. Non. Je pense que le Burkina a besoin d'union. Le Burkina a besoin d'une paix durable. Il ne faudrait pas qu'on jette la pierre sur l'autre parce qu'il a fait ci, il a fait ça. Trouvons-nous ensemble, cherchons la solution à nos problèmes. Allons-y de l'avant pour ne pas que l'ennemi ait la force. Parce qu'on a l'impression que même dans les familles aujourd'hui, ça existe. Un tel est ci, moi je ne parle pas de lui. Un tel est comme ça, on ne s'entend pas. Non. Retrouvons-nous ensemble, allons de l'avant. Allons de l'avant, donc c'est le message qui sera passé lors de ce festival. On se retrouve quand même au Burkina avec plusieurs festivals. Honnêtement, on en a assez. Est-ce que vous pensez que le vôtre a une particularité? Bon, tout d'abord, je tiens à remercier mes devanciers parce que j'ai traîné pour ma bosse partout, sur les grands festivals. Donc, pour moi, il était temps de voir qu'est-ce que je peux aussi mettre en place pour d'autres personnes. Donc, je dirais que les festivals qui existent aujourd'hui, il y a des festivals qui sont plus au sérieux et d'autres peut-être non. Voilà. D'autres peut-être non. Donc, ils n'ont qu'à m'excuser si je dis ça, parce qu'il y a des festivals, le fond, elle n'a pas grand sens. Parce qu'on dit à ses parents au lieu d'expliquer le festival, bon, ça serait un peu du copier-coller. Donc, je ne les attaque pas, hein. Je les attaque pas, voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'après l'émission, ils me disent non, tu as mal parlé, non. Il y a des festivals, désolé, mais je ne dirais pas ici. Je ne dirais pas que pour moi, c'est encore mieux, non. Mais moi, pour moi, mon festival a un contenu. Elle a un contenu. Donc, j'ai pris le temps de mûrir avant de le mettre en pratique. Donc, ils n'ont qu'à m'excuser si j'ai offensé quelqu'un. Voilà, ce n'était pas dans mon... Le festival est dénommé Sabarba. Alors, aujourd'hui, en organisant ce festival, quelles sont vos attentes vis-à-vis du public de Koubri, mais de Ouagadougou aussi et du Burkina, pourquoi pas? Et mes attentes pour la ville de Koubri, c'est d'abord, c'est une fête qui était dédiée à la jeunesse de Koubri. Donc, moi, j'invite tous les jeunes, les vieilles, les vieux et autres, de participer parce que c'était la fête. Aujourd'hui, qu'on veut remettre sur pied. Et l'entente au niveau du Burkina, c'est de convier à chaque édition les différentes cultures des autres régions et particulièrement ceux d'ailleurs, africains.
Voilà. D'accord, donc au fil des éditions, Voilà. il y aura des innovations. Maintenant, pour cette première édition, est-ce que vous avez eu aussi de l'accompagnement? C'est que pour les premières éditions de festivals, l'activité, ce n'est pas très souvent simple. Ah, bon, comme moi je suis dedans depuis longtemps, je sais à quoi ça ressemble. Mais on va le faire avec. Voilà. Ceux qui peuvent s'annoncer, comme les festivals, basta. Sinon, on va faire avec. Parce que je sais que aujourd'hui, un festival, on a minimum 30 à 60 millions qu'on devait mettre. Donc, mais comme c'est un truc culturel, je dirais, purement culturel, ceux qui se sentent dans la culture pourront peut-être s'annoncer et accompagner l'événement. Mais quand même, il y a des autorités qui vous accompagnent. Bon, comme pour le moment, je n'ai pas encore reçu d'appel pour l'accompagnement. Je vais patienter pour voir s'il y aura des gens qui vont peut-être accompagner. Et d'abord, je tiens à remercier Savant TV parce que hier, quand je suis venu, le directeur a dit d'office, nous vous accompagnons pour la communication. Donc vraiment, je tiens à remercier le PDG, le directeur et l'ensemble du travail de Savant TV. Merci. Maintenant, vous avez parlé tantôt de l'habillement traditionnel. Vous souhaitez que lors de ce festival, que chacun puisse se mettre en tenue traditionnelle. Et à l'occasion aussi, vous interpellez ou vous appelez les stylistes burkinabés, les créateurs aussi, à vous accompagner en vous habillant. Bon, dit accompagner ou en m'habillant, bon, ça c'est trop dit. Parce que je pense que quand on parle de tradition, déjà les stylistes, les modélistes et autres sont concernés dans ce festival-là. Parce qu'il faut vendre ce qu'on a. Parce que c'est vrai que souvent, on veut se rendre chic en portant des tenues d'ailleurs, c'est bon. Mais aujourd'hui, on a un patrimoine, je dirais, qu'on ne doit pas négliger. Parce que les façons d'enfanner, d'autres pays nous envient. D'autres pays nous envient. Donc quand ils viennent, quand ils parlent de façon d'enfanner, tout de suite c'est le Burkina. Donc je voulais dire aussi à ces stylistes-là, s'ils peuvent aussi nous accompagner comme ils peuvent, bon, le numéro est ouvert. On va laisser le contact après, à la fin de l'entretien. Mais parlons de partenariat. Est-ce que, c'est vrai que c'est sûr que vous avez déjà déposé des demandes. Est-ce que à ce stade-là, vous souhaitez encore faire un appel à l'endroit des partenaires pour un éventuel accompagnement? En tout cas, ça, c'est bien dit. Parce qu'on a besoin vraiment d'accompagnement. Parce qu'il y a des gens aussi, comme il est dit, ils prennent peut-être les demandes des différents sponsors, mais qui ne font pas un travail auquel le sponsor peut l'accompagner demain. Ils font un travail limite, bon, et puis le reste maintenant, ils font ce qu'ils veulent avec. Donc, parce que moi, je peux dire, comme il a dit, hein, j'ai traîné ma bosse dans pas mal de grands festivals et aussi des festivals aussi que j'ai vus qui ne sont pas peut-être à la hauteur de ces personnes. C'est bon de parler, mais c'est bien aussi de mettre en application. Et le festival Sabarba a lieu quand et où? Le festival Sabarba a lieu à Koubri du 27 au 29 mai 2022. D'accord. Voilà. 27, 28 et 29 mai à Koubri. Vous avez parlé tantôt de stand. Est-ce que pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent justement prendre les stands et à quelles conditions? Bon, pour le moment, on n'a pas encore défini les conditions des stands. On n'a pas encore défini parce qu'on est toujours à parler avec les différentes personnes qui peuvent nous accompagner. Voilà, donc peut-être que si l'occasion se présentait, on allait peut-être maintenant devenir déballer ce qui suit. D'accord. Voilà. On vous permet de laisser le contact pour tous ceux qui veulent accompagner le festival. Bon, le contact c'est 2 fois 78 90 19. D'accord. Ou le 78 54 55 55. Merci à vous. Merci bien. D'être passé, puis on aura d'autres occasions pour parler encore du festival Sabarba. Merci bien à vous. Merci. Merci à Savane. Je rappelle que nous recevions comme invité M. Théophile Nana, promoteur du festival Sabarba de Koubri. C'est la première édition de cette festival, il faut le rappeler, qui va se tenir le 27, 28 et 29 mai prochain à Koubri. C'est ici qu'on s'arrête pour notre entretien de ce jour.
Nous sommes jeudi et vous le savez, chaque jeudi, le nouveau rendez-vous, c'est le rendez-vous avec la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Et nous recevons aujourd'hui l'adjudant-chef-major Issa Ouedraogo, chef de service des statistiques et de la communication de la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Bonjour à vous. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. C'est la première fois que nous vous recevons sur ce plateau. En tout cas, ravi de vous recevoir. Merci, madame. Et effectivement, je remercie Savane TV avec tout le personnel l'occasion que vous nous offrez chaque jeudi au niveau de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité pour apporter quelques sensibilisations, communications sur les pans de la cybercriminalité que la population suit. Oui. Merci. Conseil très utile parce que au regard de ce que nous rapportent aussi vos agents, donc c'est que après chaque émission, il y a le lendemain des plaintes qui viennent et qui viennent. Donc c'est ça aussi l'utilité de la sensibilisation. L'objectif, c'est de ne même plus se laisser avoir, que ces populations ne se laissent même plus avoir. Alors, le thème aujourd'hui, nous parlons des escroqueries via les services de mobile banking et de mobile money. Quand on dit mobile banking, mobile money, certains pourraient se demander à quoi est-ce qu'on fait allusion. Donc, on débute par les définitions, l'explication. Oui, mobile banking, vous avez les banques de la place ici au Burkina Faso, comme actuellement avec l'ère de la digitalisation. Donc facilement, on arrive avec les cartes bancaires à faire de retrait. Donc les escrocs, les criminels profitent de ça aussi pour passer leur sale besoin en se faisant passer pour ces cas. Maintenant, et quant au mobile money, vous avez au Burkina ici, nous avons 3 téléphonies mobiles. Ouais. Donc parmi ces 3, effectivement, il y a Move Money, il y a Orange Money. Donc c'est pour les transferts, voilà, pour les transferts, les dépôts, donc toutes sortes de transactions. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment l'escroquerie liée à la transaction via les banques. Via les banques. Et via les réseaux de téléphonie mobile. Les réseaux de téléphonie mobile. D'accord. Maintenant, expliquez-nous, Monsieur Ouedraogo, comment ces cyber-escrocs procèdent dans ces 2 domaines. Dans ces 2 domaines, je peux dire que les cyber-escrocs, dans un premier temps, pour les mobiles monnaie, ils vous envoient un message, un faux message d'ailleurs, comme quoi il a fait un faux transfert d'un certain montant. Par la suite, le cyber-escroc vous rappelle pour vous dire qu'il s'est trompé et qu'il a un malade, soit c'est sa soeur, c'est sa maman, qui est hospitalisé et qu'en retour, si vous pouvez retirer une certaine somme et puis vous lui envoyez un montant. Donc s'il a envoyé 25 000, il peut vous dire de garder les 5 000 et renvoyer les 20 000. Dès que vous passez à l'action, sans prendre des précautions, directement, vous videz votre compte si vous avez un compte de l'argent fourni et ça part chez lui. Voilà. Maintenant, ça veut dire que le message que vous recevez à la base, ce n'est pas un message de réseau. De réseau, c'est un faux message. Donc, raison pour laquelle, en matière de précaution, dès que vous recevez un tel message, prenez le soin de demander à la personne qui vous a appelé de se référer au mobile monnaie, voilà, à la société, puisque dans un délai de 4 jours maximum, je crois, dès qu'il signale qu'il a fait un mauvais transfert, le numéro, sans doute qu'il se dit que c'est mauvais, c'est parvenu à votre numéro, à votre compte. Donc 4 jours après, l'argent retourne sur le propriétaire. Donc il y a la possibilité de retirer via les réseaux de téléphonie mobile. Restons toujours avec les exemples sur les réseaux de téléphonie mobile. Vous avez pris l'exemple du message. Est-ce que quelque part aussi il procède autrement, peut-être par appel, ou est-ce qu'il procède aussi autrement? Oui, par appel, par exemple, si moi je fais usurpation de votre
identité, je crée un compte. Je peux, avec ce profil, demander à des personnes qui vous sont proches de l'aide. Donc, je vous appelle ou bien je vous envoie un message, soit disant que, bon, j'ai ceci, cela, ce problème, est-ce que vous pouvez me venir en aide? Donc, vous, si vous ne me contactez pas directement pour savoir est-ce que réellement c'est vous, donc vous rentrez dans leur filet. Voilà. Et on sait aussi, hein, ça c'est vraiment un cas aussi qu'on entend souvent, dont on entend parler. Il y a des gens aussi qui souvent appellent un numéro à tout hasard comme ça. Les cyberescrocs appellent un numéro à tout hasard et disent à la personne de se rendre dans un coin de dépôt ou de transfert, de transaction, donc par exemple de mobile monnaie. Et puis dès que la personne arrive là-bas, il demande à ce que la personne passe le téléphone au gérant et qu'après... Oui, il y a souvent aussi ces cas-là aussi. Merci madame. Vous savez que bon, quand j'ai dit tantôt que je suis chargé des statistiques, dans ces temps-ci, nous enregistrons beaucoup de plaintes en la matière. Donc, mobile monnaie, le gérant est là, c'est-à-dire on prend un qui reçoit un appel, généralement c'est l'agent féminine qu'il cible, c'est cybercriminel. Il vous appelle, vous partez, il vous donne un numéro de compte. Dès que vous arrivez, vous donnez à l'agent, la fille qui est là, ou le gérant ou la gérante, dès qu'il prend, il ne prend pas les précautions nécessaires. Il se permet d'effectuer les transactions. C'est dès qu'il aura fini qu'il va demander au client l'argent, qui est étonné puisque ce client n'a même pas apporté un franc au niveau du... Parce que toi, si on t'appelle, on te dit d'aller par exemple, dans un coin de Orange Money ou de Move Money pour récupérer de l'argent parce que le cyberescroc dit qu'il t'a envoyé quelque chose. Et ils envoient, généralement, ce sont les aides financières. Donc, le début, ça commence par sur Facebook, des échanges ou WhatsApp. Vous voyez, c'est un blanc qui commence à correspondre avec vous. Après, vous recevez un message ou bien il vous appelle comme quoi vous avez reçu 1000 euros. 1000 euros, quand nous prenons, on est autour de 655 000 comme ça. Mais ces derniers ne prennent pas le soin. Et le transfert, le dépôt qu'ils vont vous demander d'effectuer, ça dépasse souvent ce montant. Donc, ils arrivent, ils communiquent les numéros de compte. Dès qu'ils arrivent, au niveau du kiosque aussi, ils font les transactions sans prendre des précautions. Et ce phénomène est récurrent ces 2 jours à notre niveau. C'est dommage. Voilà. Oui. Ça veut dire que vous arrivez, on enlève, la personne transfère et puis vous demande de payer maintenant et vous ne pouvez pas payer. Et dès que le transfert est effectué, sur place, s'il se rend compte, le gérant, il appelle au niveau du réseau mobile, monnaie. Donc l'argent est déjà parti. Et le numéro ne passe plus. Dès que la transaction est faite, il retire l'argent et coupe le numéro. Wow. Donc, comme quoi il faut faire attention. On a pris assez d'exemples concernant donc, les mobile money, donc les transferts à travers les réseaux de téléphonie mobile. Maintenant, on va prendre le cas aussi des banques, parce que vous avez parlé aussi des transactions via les banques. Comment ils procèdent, ces cyberescrocs? Ces cyberescrocs, au niveau des banques, c'est surtout les cartes voilà, de retrait. Donc, vous savez, quand ils rentrent dans ces mobile banking, actuellement, avec la digitalisation, on peut procéder à des retraits sans qu'on ne prenne la pièce, l'identité de la personne. Ce n'est pas comme dans les mobile money où on va vous demander votre pièce, vous enregistrez. Dès qu'il a accès, il a votre code. Bon, certains manipulent au hasard et puis ils arrivent à déceler des codes seulement, ils rentrent et puis ils retirent l'argent. Donc c'est difficile. C'est difficile. Je rappelle que vous êtes en charge donc des statistiques. En moyenne, combien de plaintes vous recevez par jour concernant ces infractions? Concernant ces infractions, nous pouvons enregistrer en moyenne par jour 10 à 15 plaintes. 10 à 15 plaintes. Ça, c'est au niveau de Ouaga sur place.
puisque comme la structure est implantée au niveau de Ouaga, mais au niveau des régions, nous avons les commissariats de police et les brigades où des plaintes sont déposées quotidiennement aussi. Donc, pour le moment, on n'arrive pas à les quantifier. À notre niveau, quand vous prenez rien que pour ce trimestre, quand nous parlons de trimestre, janvier, février, mars, le préjudice financier concernant ces anarques, nous tournons autour de près de 100 millions. Wow. Oui. Près de 100 millions. Oui. Puisque il y a des victimes qui partent, qui font un transfert de 1 million, de 500 000, donc facilement. Maintenant, c'est vrai qu'on a parlé, on a pris le cas individuel. Est-ce qu'il y a des gérants aussi de mobile money, de mobile money qui viennent se plaindre? J'allais en venir. Non, pas qu'ils viennent se plaindre. Donc, vous pouvez être gérant de mobile money. Vous recevez un appel comme quoi, et lui, il est un qui travaille au niveau de l'agence de mobile money, et que votre compte n'est pas sécurisé, il va vous aider à sécuriser votre compte. Par là, il vous envoie un code. Et le code, dès que vous commencez à introduire, il y a de ces chiffres où c'est déterminé 1, c'est 100 000, 2, c'est 200 000, ainsi de suite. Dès que vous introduisez et puis vous validez, c'est votre compte que vous avez déjà vidé pour ce dernier, qui ne travaille pas dans ces agences. C'est vraiment dommage. Dommage. On va finir par les conseils, avant bien sûr de rappeler les contacts utiles de la BCLCC, puisque vous avez la possibilité d'aller porter plainte. Maintenant, Monsieur Ouedraogo, quels sont les conseils que vous donneriez donc à la population quand il s'agit de transfert d'argent via donc les réseaux de téléphonie mobile, les mobile money, ou via donc les mobile banking donc. Oui. Ok, ce que nous avons comme conseil pratique, dès que vous recevez un message, puisque d'ores et déjà vous n'allez pas savoir que c'est un faux message, dès que vous recevez un message comme quoi on s'est trompé, vous transférez de l'argent pour un dépôt sur votre compte, gentiment demandez à la personne de se référer à l'agence. Donc ça c'est d'un. De deux, ceux qui détiennent ces mobile money, les détenteurs, les gérants, nous allons leur demander de toujours suivre à la lettre le cahier de charges qui leur sont assignés. Puisque dès que vous arrivez, vous voulez faire un retrait ou un dépôt, on a besoin de votre CNIB. La plupart, ces éléments arrivent, on ne demande rien, on finit la transaction et on est là. Et je peux ajouter aussi que, généralement, ces gens, ces gérants, dès qu'ils finissent la transaction et qu'ils demandent l'argent, ça c'est pour autre chose. La personne pouvait avoir l'argent sur place, mais beaucoup ne possèdent pas des détenteurs, des détecteurs de faux billets. Puisqu'il y a des gens qui partent, nous avons enregistré des cas où des gens viennent, ils font un retrait, ils partent quelques minutes, ils reviennent, comme quoi, bon, il a pu gérer son affaire, il veut faire un dépôt. Donc, il enlève des faux billets qu'il dépose. Donc, ils prennent, ils tirent leur tiroir, ils mettent. C'est après vérification à la fin, tout qu'il a des faux billets. Tout ça, ce sont des cas que nous appelons les détenteurs à respecter les cahiers de charges et pour que cela diminue considérablement. D'accord. Oui. Il faut faire attention. Et si vous êtes victime donc d'escroquerie, via... Voilà, venir au niveau de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Nous sommes situés effectivement à Bilbao, en face du stade municipal, la porte 11, l'immeuble qui fait face, l'immeuble Issoufou Joseph Konombo. Donc vous pouvez vous rendre là-bas. D'accord. Et puis bien sûr, il y a des contacts aussi. Il y a des contacts, nous sommes au 25 39 58 42. Et nous lançons un appel à la population d'aimer notre page Facebook parce que nous avons des canaux de sensibilisation, de communication dans cette page. Donc, beaucoup de communication se passe. Vous avez
@bclcc. Donc tout en minuscule. .gov.bf. Et vous êtes au niveau de la page de Facebook de la BCLCC. D'accord. Si vous n'êtes pas à Ouaga, vous pouvez nous saisir pour votre plainte aussi en ligne. Donc, vous avez c'est affiché d'ailleurs à l'antenne, c'est voilà, cybercrime@sécurite.gov.bf. Tout en minuscule. Tout en minuscule. D'accord. Voilà. Merci à vous d'être passé. Merci. On se retrouvera une autre fois. Voilà, merci madame. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau l'adjudant-chef-major Issa Ouedraogo, chef de service des statistiques et de la communication de la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Et avec lui, nous avons parlé aujourd'hui de l'escroquerie via les services de mobile banking et de mobile money. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien concernant la cybercriminalité. Mais nous marquons une petite pause, le temps de recevoir notre dernier invité sur ce plateau. Nous poursuivons avec cette émission. Cette fois-ci, nous recevons un annonceur sur ce plateau pour parler de son entreprise. Nous sommes avec M. Issoufou Yerbanga. Il est technicien supérieur d'élevage, de formation et promoteur donc de l'entreprise dénommée Faso Production Animale. Bonjour à vous, M. Yerbanga. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Pourquoi vous avez décidé de faire la formation pour être technicien supérieur d'élevage? Oui, parce que j'ai aimé le travail, le métier de l'élevage avant. Quand j'étais à l'école, voilà, je faisais ça parallèlement. Donc, ça me réussissait un peu. J'arrive à faire un peu de sous dans ça, étant à l'école. Donc, après mon bac, j'ai décidé de faire une formation. Voilà, pour vraiment faire de ça un métier. Voilà. Pour faire de ça un métier. Et après votre formation, vous n'avez pas cherché forcément à rejoindre... peut-être à faire un concours pour rejoindre l'État ou rejoindre quelqu'un. Vous avez décidé d'entreprendre vous-même. Oui, j'ai décidé d'entreprendre. Et quand je suis sorti, j'ai commencé à suivre les fermes d'abord pour avoir de l'expérience avec les producteurs, avec souvent les erreurs qu'ils font. Je les forme, je les corrige à tout temps. Donc, souvent je vois des producteurs qui font des erreurs, je les corrige. Et les autres que je n'arrive pas à les suivre, que je ne les suis pas, et eux, ils font comment? Donc, c'est là que l'idée de formation est venue. Donc, je dis ici, j'organise des formations, et j'aurai la chance de contacter plusieurs producteurs à la fois. Et voilà, et les former. D'accord, c'est bien de former. Maintenant, on va parler, pour commencer, de votre entreprise dénommée Faso Production Animale. Oui. Depuis quand l'entreprise existe et qu'est-ce que vous faites concrètement? L'entreprise existe depuis 2018. 2018. Voilà, après ma formation. D'accord. Voilà. Donc, déjà, je commercialise les aliments. Et le matériel d'élevage. Voilà, et les intrants qui servent à la fabrication de l'aliment, bétail, volaille. Voilà, et je fais la formation, j'accompagne, je suis les fermes. Voilà, pour aider les producteurs, voilà, à mieux réussir leur élevage. À mieux réussir leur élevage, donc vente aussi des intrants qui permettent de fabriquer les aliments pour volailles. Est-ce qu'on peut avoir aussi une idée des coûts ou des prix de ce que vous commercialisez? Oui. L'aliment, actuellement, il y a dans les aliments que je vends, il y a aliments chers, il y a aliments ponte, par exemple. Ah oui, non, on ne sait pas de quoi il s'agit. Hein? Ah ok. Il y a l'aliment pour les poulets de chair. C'est quoi par exemple? Ça, c'est du tourteau de coton. D'accord. Voilà, ça sert à fabriquer l'aliment. Voilà, ça entre dans la composition de l'aliment volaille. D'accord. Voilà, peut être consommé aussi par le bétail. Ok. Ouais. Ça c'est des aliments aussi?
Non, ça c'est des poussins. Ah, c'est des poussins. Oui, oui. Oh là là. Ouais. Ah oui. Regardez comme ça, bon, ça donne... Voilà, donc l'image a été un peu... C'est vrai. D'accord. Donc, on parlait notamment des coûts. Vous avez dit que ça dépend des aliments. Pour les aliments, par exemple, ça dépend. Ça dépend. Par exemple, si c'est aliments pour les pondeuses, pour les poussins qui viennent d'arriver, il y a un premier aliment qu'on leur donne que nous appelons Galdus. Voilà, pour rapidement booster la croissance. Donc ça, le sac, on vend ça à 18 000. D'accord. Sac de 25. Pour l'aliment poussin, après ça c'est le pré-démarrage. Après ça, c'est le démarrage. Aliment poussin, ça, on vend ça actuellement à 16 000. Et la croissance, après le stade poussin, c'est la croissance, on vend ça à 16 500. Ok. Ouais. Ça, c'est pour les aliments et pour les intrants. Pour les intrants, on a les concentrés qui servent à la fabrication de l'aliment. Ça, les sacs vont de 25 000 à 35 000. Voilà, ça dépend de quel type de concentré. D'accord. Voilà. Vous avez parlé tantôt de formation, vous avez dit que vous êtes dans la formation. Est-ce que vous avez des formations en vue ou bien la formation se passe régulièrement chez vous? Oui, je programme. D'accord. Je fais des programmations et je forme. Et si quelqu'un veut se former individuellement aussi, on trouve un temps pour la personne. Il y a des gens qui n'ont pas le temps généralement pour faire les formations au temps que nous donnons. Donc, on peut essayer de les aider autrement. Et c'est des formations en élevage? En élevage. Ok. Voilà. Donc, pour ces formations-là, je veux dire, est-ce que vous avez un siège, vous avez un centre? Oui, j'ai un centre sur la voie de Pabri, à Camboinsin. Ah, ok. Ouais, à côté du feu, collé à la station Shell. Bon, vous ne devriez pas dire le nom de la station. Ah, ok, ok. Ah, oui, donc sur la route de Camboinsin. Sur la rue de Camboinsin, okay. Voilà. On voyait des images tout à l'heure. Est-ce que ce sont des images de votre centre? Pour les produits, oui. Oui, oui. Parce que voilà, je parlais justement de voilà, ces images. Ça c'est un bâtiment que nous on a réalisé à Combisserie. Ok. Voilà, donc ce sont ces bâtiments-là que nous donnons les plans aux producteurs afin pour qu'ils puissent construire. C'est des bâtiments qui servent pour l'élevage? Pour l'élevage, volaille. Ok, ok. Voilà, donc c'est les bâtiments du moment. Voilà, ça adapte à notre contrée. Et hormis la formation, la vente de matériel et bien sûr des aliments, est-ce que vous êtes aussi dans la commercialisation des poulets? Oui, moi-même je l'élève. Des poules et poulets, vous élevez? Oui. Ok. Parce que je l'élève, je vends, je commercialise aussi. D'accord. On va vous permettre, vous avez déjà donné la situation géographique donc de Faso Production Animale. Est-ce que vous pouvez laisser des contacts aussi pour tous ceux qui veulent vous contacter? Ok. Pour tous ceux qui veulent nous contacter, c'est le 71 13 46 79 et le 67 67 78. Ok. Voilà. On sait que c'est une période aussi où les éleveurs rencontrent des difficultés. Actuellement, on parle de grippe aviaire. Est-ce que quelque part aussi chez vous, vous avez pris des dispositions pour accompagner les éleveurs que vous allez peut-être aider? Oui. Dans les fermes, il y a des comportements à adopter avant d'avoir l'accès aux zones d'élevage. D'accord. Et dans le bâtiment également. Donc, on maximise à chaque fois, on maximise sur les basculiers qui sont dans les fermes, on les sensibilise, on leur dit ce qu'il faut faire, voilà. Donc, on maximise, puisque c'est eux, ils sont en contact avec les poulets. Même nous, en tant que techniciens également, il faut prendre des précautions avant d'y accéder aux zones d'élevage. Donc il faut faire attention, prendre soin des poulets pour éviter les maladies. Éviter certains comportements. D'accord. Il ne faut pas aller dans d'autres fermes pour venir chez toi sans se désinfecter. D'accord. Voilà. Ça, c'est nous-mêmes. Mais ce qui vient
et qui ne dépend pas de nous. C'est ça le problème. Par exemple, le vent et autres. Peut ramener aussi voilà, des choses. Merci bien, nous avons épuisé le temps. Est-ce que les jours à venir, vous avez une formation à venir? Oui. Quand? Dans le mois d'avril. Mais je n'ai pas encore choisi la date. Je suis en train de me préparer pour une formation. Et cette formation, c'est sur l'élevage, mais je vais beaucoup mettre l'accent sur la santé et l'alimentation. Parce que le véritable problème se trouve là-bas actuellement. Voilà, il y a le coût des intrants qui sont là. Et également les maladies qui sont là, donc les précautions qu'il faut prendre. Ok, revenez nous voir quand vous allez finir donc de choisir la date, les conditions pour participer à la formation et tout. Merci à vous d'être passé pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Monsieur Yerbanga Issoufou est technicien supérieur d'élevage et il faut le rappeler, il est entrepreneur puisqu'il est responsable de l'entreprise Faso Production Animale. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien avec notre invité et c'est ici qu'on se dit au revoir aussi pour l'émission Bonjour le Faso. Merci à vous de votre fidélité. Rendez-vous demain, vendredi, pour le dernier numéro de la semaine. On se dit cuisse.